Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire PackMind. Nous allons encore attendre une petite trentaine de secondes pour laisser le temps à l'ensemble des participants de nous rejoindre. Et nous allons démarrer. Comment vas-tu, Émeric? Moi, ça va très bien, et toi? Eh bien, écoute, très très bien. On a notre premier jour de Black Ice, de verglas, Ah donc ouais? je suis content de rester à la maison, parce qu'il est 7 heures chez moi du matin, et de ne pas être dehors. Tu m'étonnes. Et chez toi, comment c'est? Bah écoute, pour du sud de la France, il fait froid, on est à 8 degrés là, c'est le pôle Nord. Bah, viens à Boston, puis on en reparle, du pôle Nord. Bon, voilà, il est 7h03. Je pense qu'on a la plupart des personnes qui pouvaient être présentes qui nous ont rejointes. Donc avançons. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous à ce webinaire qui est le dernier webinaire PackMind de l'année. Donc avec voilà, une petite pointe de nostalgie puisque la fin de l'année pointe le bout de son nez et la nouvelle année va pas tarder à arriver. Je suis donc Laurent Py, je suis le CEO de PackMind et pour ceux qui ne me connaissent pas, PackMind est une solution qui permet à l'ensemble des équipes de développement de transformer leurs choix techniques, les bonnes pratiques de développement de l'équipe en guide dans l'IDE avec ce qu'on appelle le PackMind Tech Coach. Donc c'est une sorte de linter sur stéroïdes. Et nous organisons chaque 2 semaines, à peu près 2 fois par mois, des webinars sur des sujets soit tech, techniques, soit sur des sujets de leadership. Et vous pourrez les retrouver donc sur la chaîne YouTube PackMind. Alors pour ce webinaire, j'ai donc le grand plaisir de recevoir Émeric Soubroyard. Émeric, je vais peut-être te laisser te Ouais, présenter en quelques mots et si tu pouvais également partager un fun fact sur toi afin un fun que fact. voilà, l'audience te connaisse. Ok, ça marche. Bah, enchanté, merci, merci de m'inviter, je suis ravi d'être là, je suis Emeric. Je suis dans la tech et le dev depuis 13 ans maintenant. J'ai surtout bossé en startup. Je suis actuellement tech lead et formateur chez All4Test autour des thématiques de testing, clean code, refactoring, un sujet que j'adore. Et à côté de ça, je suis freelance en développement de solutions logicielles. Donc ça va vraiment du dev backend jusqu'au product engineer en passant par architecte solution, tout ce qui permet de shipper un produit en prod en fait. Et Mm. fun fact, bah, j'ai une startup dans le café à côté de ça. Donc je suis formé à la torréfaction et on bosse sur revaloriser le marc de café avec des universités et on a reçu notre prototype il y a une semaine de savon fait à partir d'huile de marc de café. Voilà. Et, Waouh! Bon, bah, on geek là-dessus. tu es en moins un grand fan. Illy, tu valides? Ouais, ça va. Nous, on fait du café de spécialité, donc c'est vraiment un café très grand cru. Après, Illy, c'est du bon commercial. Voilà. Ok, Je n'en bon, dirai bah, pas il plus. faudra que je upgrade mon game alors. Je me rapprocherai de toi pour la suite. Super, eh ben, écoute, merci pour cette intro et ces quelques mots. Donc, comme je le disais, chaque webinaire est enregistré. Vous pourrez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Pour toutes vos questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser sur le fil Q&A. Et nous essaierons donc d'y répondre au fil de l'eau. Et pour celles auxquelles on n'a pas pu répondre durant la présentation, nous y répondrons à la fin. Alors, passons maintenant donc à l'agenda. Le Clean Code 101, donc voilà, Clean Code pour les débutants. Alors je vous rassure, on ne va pas passer des heures à revoir ensemble les principes du Clean Code. Je pense que les principes sont maintenant bien connus et partagés. Donc Émeric, tu nous en feras une synthèse et je trouve que tu as un regard aussi intéressant et pertinent sur la partie qualité. Nous verrons ensuite, je pense qu'il y a le cœur du sujet, hein, le clean code et la productivité, comment allier clean code et performance à une époque où aujourd'hui, c'est un peu près universel dans toutes les sociétés, toutes les boîtes, les CFO ont repris le contrôle et regardent chaque dépense, chaque investissement avec on va dire une acuité très très particulière et donc vont demander du ROI. Donc voilà, entre performance, ROI et clean code, comment se passe ce mariage? Et puis enfin, nous verrons avec toi comment adopter le clean code pour ceux qui en sont au tout début, qui veulent démarrer ce voyage. Alors, donc pour commencer, comme je le disais, Émeric, si le clean code est maintenant bien connu, encore une fois avec des principes assez
largement partagé. Est-ce que tu peux nous en faire malgré tout une petite synthèse rapide avec, encore une fois, ton regard et ta perspective particulière? Ouais, bien sûr. Alors, le Clean Code, c'est un ensemble de règles de bonne pratique. Et comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est assez éprouvé dans le temps. Et ça nous permet, nous, en tant que développeurs, d'écrire un code qui va être plus lisible, plus facilement maintenable et plus simple. Et à quoi ça sert d'écrire un code lisible et maintenable? Eh bien, c'est parce que, en fait, on écrit du code pour les humains qui vont le lire et pas pour les machines qui vont l'exécuter. Et on a parfois tendance à l'oublier. Quand on fait de la PO, ouais, des SaaS, des logiciels haut niveau, on n'a pas les mêmes contraintes que le bas niveau de l'embarqué. Donc, on peut se permettre d'écrire un code comme on va écrire du texte à destination des humains. Et donc, le clean code, c'est une pratique pour soi en tant que développeur, avant tout, parce qu'on va passer plus de temps à débugger et à modifier notre code qu'à en écrire du nouveau. Alors, il y a plein d'études différentes là-dessus. Il y en a une, elle date un peu de 2015, c'était Coralogix. Je vais vous mettre le lien dans le chat, qui disait qu'on passe, en tant que développeur, 70% de notre temps à débugger et à il mélange débugger, modifier. Bref, revenir sur son code. Donc, si on passe beaucoup de temps, peu importe le ratio, autant qu'il soit bien écrit et qu'on puisse facilement revenir dessus et se balader dedans. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, perso, mais c'est aussi une pratique collaborative. Et ça va vraiment être le sens de mon propos pendant tout ce podcast. C'est ce que je vais vous présenter. C'est que le Clean Code, c'est fait pour l'équipe et pour l'entreprise. Alors, comme tu l'as dit, Laurent, ça sort pas de nulle part. C'est des bonnes pratiques qui sont éprouvées depuis 30 ans par la communauté de développeurs. Et en fait, on est ressorti avec un peu les 12 et don'ts. Donc, c'est les choses à faire et à ne pas faire pour les développeurs. Donc, on a une premier gros ensemble qui va être une série de recommandations que vous avez listées là, hein, KISS, YAGNI, les conventions de nommage, comment on nomme les classes, comment on nomme les champs, ce genre de choses, comment on gère nos exceptions. Les commentaires, est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas, comment on les fait? Alors, c'est un gros sujet à débat à chaque fois dans les équipes, mais ça, c'est intéressant parce que justement, ça permet un peu de construire les règles. Et voilà, donc on a d'abord une série de recommandations et ensuite, on a des principes forts qui vont être plus sur l'architecture du code. Donc, on a les principes solides. Ça, c'est des bonnes pratiques qui vont nous permettre, que chaque développeur va pouvoir mettre en pratique pour écrire et modifier des classes objets. Et ensuite, on a les design patterns, donc c'est en français patron de conception. Et ça, ce sont des solutions, encore une fois, éprouvées dans le temps, pour répondre à des problématiques récurrentes en tant que développeur. Quand je dois faire collaborer des classes, ou quand une classe doit fournir ce service à une autre classe, comment faire pour qu'elle collabore bien? Et ben là encore, voilà, on n'est pas tout seul, on réinvente pas la roue et on se repose sur ce qui a déjà été pensé. Donc ça, c'est les bases du Clean Code, c'est une trousse à outils. C'est les bons outils pour écrire du bon code. C'est un peu comme en cuisine, il y a des bonnes techniques et qui sont spécifiques en fonction des cas, en fonction des produits qu'on travaille, en fonction des recettes qu'on va faire et des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Il y a des températures de cuisson qui marchent avec certaines viandes, pas avec d'autres. Pour faire prendre une mayonnaise, il y a des choses qui vont faire que ça marche et d'autres ça marche pas. Et ben dans le code, c'est pareil. Il faut les connaître et il faut les appliquer. Alors après, si on veut être créatif, on peut choisir de pas appliquer, mais pour ça, faut connaître. Faut déjà avoir bien pratiqué pour un peu sortir des sentiers battus. C'est aussi comme en art, hein, avant de pouvoir faire du Picasso, faut savoir dessiner parfaitement et Picasso savait parfaitement dessiner. Ouais, Donc voilà, ça c'est le clean code dans son ensemble, c'est trousse à outils. Et dans la trousse à outils du développeur, il y a quelque chose de très important qui est en lien avec le clean code, c'est le testing. Le testing, et ce qu'on appelle le clean testing, c'est tout le code qui va être écrit par le développeur pendant sa phase de développement. Donc, ça peut être avant s'il fait du TDD ou pendant après s'il fait du code after. Mais en tout cas, c'est le code que va écrire le développeur. Alors, le testing en tant que développeur, c'est vraiment une discipline à part entière, hein. On va pas faire tout le podcast dessus, mais c'est vachement important de le garder en tête parce que les deux vont de pair et sont quasiment des conditions sine qua non. En tout cas, pour faire du clean code sans test, c'est très compliqué. Pourquoi? La première raison, c'est dans le clean code, il y a une pratique qui est très importante, c'est le refactoring. C'est le fait de revenir régulièrement sur son code pour le modifier. C'est pas ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais c'est vraiment revenir sur le code pour l'améliorer. Et ça, c'est une activité clé du clean code. Et pour pouvoir le faire, pour être dans l'amélioration constante, il faut qu'on soit un peu protégé, il faut qu'on soit backé. Et pour ça, les tests vont nous protéger. Donc le testing, ça va être un allié du clean code. Ça va aussi être un allié parce que pour écrire un test simple et facilement compréhensible, on va être forcé d'avoir un bon design côté code de prod.
Donc, le testing va être l'allié du code. Et c'est un peu ce qu'on fait chez All4Test. Quand on intervient en formation testing, parfois on nous demande de faire, voilà, de former des développeurs au TDD. Bien souvent, on revient au basique. On revient au clean code, on revient au design pattern et à la POO, et on leur explique pourquoi il faut voilà, des petites classes, des classes avec une seule responsabilité, pour qu'ensuite le code qu'on va écrire puisse être facile à écrire et maintenable dans le temps. C'est vraiment une des choses importantes pour que le test fonctionne. Il faut que ça soit maintenu dans le temps. Donc vraiment, testing et clean code, ils vont de pair. Moi, quand j'écris un code de test, je mets plus d'efforts en termes de qualité et de refactoring sur mon code de test que sur mon code de prod. Parce que mon code de test, il me sert de doc. Je me dis que plus tard, quand je vais revenir dessus, je vais passer par mon test. Quand je vais voir le code d'un autre développeur, je commence tout de suite par le test pour voir un peu les cas métiers, les cas aux limites, comment il a pensé son code, comment les choses s'imbriquent. Donc le test, c'est de la doc. Et donc, si c'est de la doc et si c'est du code pour comprendre, il faut mettre un maximum d'efforts. C'est les mêmes principes qu'on a vus précédemment sur le clean code, hein, avec en plus ses propres règles. Donc voilà, pareil, il faut les connaître, il faut se former. Donc, montre-moi tes Euh, tests, Émeric, et je te dirai qui tu es, c'est ça? ouais, c'est exactement ça. Hmm. Montre-moi ton code et je verrai qui tu es, mais encore plus, montre-moi ton test et je te dirai qui tu es et qui est ton code surtout. Comment il fonctionne, comment il collabore, comment il s'imbrique. Et comment il a été pensé et les cas aux limites aussi. Quels sont les cas d'erreur qui ont été envisagés. Donc c'est vraiment Hmm. très important. Et là, on est bientôt en 2025 et dans l'industrie logicielle, moi, je constate encore et je vais à la rencontre d'équipes qui codent sans test unitaire. Hmm. Alors, Hmm. il y a du test parfois, il y a du test voilà, en pré-prod où il y a des QA qui font un peu tampon, mais ils écrivent du test. Ils écrivent du code sans test, ou alors ils écrivent des tests unitaires, mais qui ne le sont pas vraiment. C'est des micmacs de nœuds. Et donc, au final, on met un effort à écrire du test, et puis en fait, ça marche pas, c'est pas maintenable dans le temps. Et après, du coup, il y a moins de respect dans le code, difficile à maintenir, et on tombe dans la boucle, la spirale infernale, qui amène à une équipe en souffrance et un abandon du test et un abandon du clean code. Donc, le Hmm. test automatisé en 2024, c'est toujours un sujet. C'est toujours un sujet comme le testing. Et c'est un peu ce qu'on va se poser aujourd'hui comme question dans ce podcast, c'est pourquoi on est encore là en fait et comment on fait pour en sortir. Pourquoi c'est pas une hygiène du développeur et pourquoi c'est pas dans toutes les cultures d'entreprise d'adopter du clean code. Voilà, Hmm. c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, je Et avant retiens, ça, je ouais, retiens, Émeric, quand même quelques points clés dans ce que tu as dit. Le premier, c'est qu'on passe plus de temps à modifier des fonctionnalités qu'en écrire des nouvelles. Et ça, je pense que c'est important à pitcher. On en reparlera tout à l'heure quand il s'agit d'expliquer quel est le ROI de l'approche ou l'importance du clean code. Aux complètement. décideurs, il est important de faire comprendre qu'effectivement, on passe plus de temps à modifier des fonctionnalités existantes. Et du coup, le côté collaboratif, alors il peut être collaboratif avec l'équipe, j'ai presque envie de dire collaboratif avec soi-même. La raison pour laquelle, même si j'étais en solo, j'écrirais du clean code, c'est parce que je veux rendre service à mon moi de demain ou d'après-demain, quand j'aurai à revenir sur Effectivement, mon ouais. propre code pour en faciliter la maintenance. Donc ça, c'est un chiffre. Et puis le côté collaboratif qu'on peut effectivement mettre en avant pour justifier la démarche. Ouais, et c'est hyper important et c'est pour ça qu'on a ce slide maintenant sur le craft. Je vous propose de prendre un tout petit peu de hauteur et d'avoir une vue d'ensemble. Donc le craft, l'artisanat du logiciel, c'est une approche globale du développement logiciel qui a été pensée par des devs, par un peu des gourous du dev et pareil, c'est pas tout jeune. Et donc, ce mouvement, il encourage l'excellence technique dans le but de produire des logiciels de meilleure qualité. Et pour ça, donc, un engagement personnel du développeur. Ça met vraiment le développeur au centre de responsabilité. C'est à lui de devenir meilleur. Ça, c'est un peu la définition que tout le monde retient du craft. Et c'est en fait qu'un seul sous-ensemble. C'est le premier point du manifeste. Et il y en a trois autres. Et les trois autres sont très importants et ils sont plutôt mis de côté. Le Mm. deuxième, qui dit que il faut penser à l'ajout constant de valeur et pas juste à s'adapter au changement, c'est mettre le développeur dans une posture un peu plus méta, où il n'est pas juste là pour dépiler de la feature, mais il est là pour ajouter de la valeur au client. Et donc, il faut qu'il pense à une valeur business. Et c'est assez important de se dire, en tant que développeur, je suis pas là à prendre un ticket, mais en fait, je fais cette modification où on a réfléchi à cette feature parce que ça va faciliter la vie de l'utilisateur final, ça va apporter de la valeur à mon entreprise, ça nous permet de faire plus de business et donc d'avoir plus d'impact. Donc ça, ce point 2, il est très important à mettre en avant dans la culture craft. Le point 3, c'est communauté et partage. Et effectivement, en tant que développeur,
Je reste pas dans mon coin. C'est bien de se former, mais c'est bien aussi de sortir, d'aller voir ce qui se fait, de parler avec mes pairs, d'aller voilà, à des podcasts comme on est en train de le faire, mais aussi à des conférences. Vraiment un peu se challenger et sortir, et pas juste être isolé dans son temps. Donc ça, c'est un point très important dans la culture craft et qu'il faut pousser en entreprise. Et ensuite, le dernier point, c'est pas juste la collaboration avec le client, ça c'est l'agilité, c'est déjà bien, hein, c'est déjà fort, mais c'est se mettre au niveau partenaire. Et donc, c'est se mettre à la place du client. Il faut que le développeur se mette à la place du client pour qu'il comprenne ses contraintes, qu'il fasse preuve d'empathie, qu'il comprenne pourquoi l'utilisateur, enfin le client, il va changer voilà, il va changer de business ou de fonctionnalité. Et c'est aussi se mettre dans une relation plus équilibrée où le développeur va se dire, je suis pas un simple exécutant, et moi aussi, je peux apporter de la valeur. Je peux être force de proposition. C'est le Xème logiciel que je développe. Voilà, moi, j'ai développé plusieurs logiciels SaaS. Je sais des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, des fonctionnalités qui servent à rien, qu'on met pourtant. Je sais que l'onboarding, c'est important. Et ben, en tant que développeur, je peux dire au client final, je pense qu'il faudrait qu'on mette de l'énergie là-dessus, discutons-en. Donc, le craft, c'est pas juste enchaîner des katas, participer à des concours et être un gros développeur sous stéroïdes. C'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est se mettre dans une posture voilà, plus méta et plus orientée business et impact. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce podcast, c'est en quoi le clean code il va avoir de l'impact d'un point de vue perso, mais aussi d'un point de vue business. Bon, bah, génial. Écoute, c'est du Mozart à mes oreilles. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la qualité du code, mais la qualité pourquoi? Et en fait, voilà, réconcilier la qualité du code, la performance, l'impact sur le client avec cette intimité qui est fondamentale, comme tu le dis, et puis la croissance aussi personnelle hein, des individus et des développeurs en tant que communauté, c'est effectivement c'est un système global. Donc on ne peut pas juste extraire ou mettre l'emphase sur un seul composant, Ouais, c'est complètement. l'ensemble. Ouais, tout à fait. Alors pour moi qui ai passé pas mal de temps sur les sujets BDD, qui ai eu l'opportunité de travailler pendant plusieurs années avec l'équipe qui a créé Cucumber, c'est comme je disais du Mozart à mes oreilles et réconcilier la qualité du code avec BDD étant la proximité avec le besoin client, la valeur. Quel est le plus important incrément de valeur qu'on peut délivrer? Ouais, complètement. Il faut vraiment qu'on sorte de cette culture de l'isolement product et tech, hein. Penser que les devs s'intéressent pas aux produits, c'est pas vrai. Hmm. Et il faut vraiment essayer de mixer les deux et couper cette incompréhension entre les deux clans et aussi casser les mythes, hein. Les mythes sur la perte de vitesse, la perte de productivité. On a vraiment opposé qualité et délivrabilité, alors qu'en fait, les deux vont ensemble et on va voir que le clean code nous fait gagner du temps et encore une fois de l'impact business. Et c'est vraiment crucial de voir que c'est un ensemble un maillage à faire et pas vraiment une séparation à créer. Alors, on va dire, dans une période où on réduit les coûts de partout, on parle de performance, de ROI, ces deux mots sont sur la bouche de, encore une fois, tous les décideurs. Comment est-ce que toi, tu déclines l'impact du clean code maintenant sur, on va dire, la performance globale de ce système, individu, équipe et entreprise, organisation? Donc ça, c'est voilà, le sujet de notre deuxième partie. Ouais, ouais, exactement. Alors, on va commencer par balayer qu'est-ce que le développeur y gagne et en quoi ça va augmenter sa productivité. Il y a trois types de bienfaits pour le développeur. Le premier, ça va être une suite de bénéfices immédiats. En mettant en place le clean code, tout de suite, on va gagner du temps sur le dev. Pourquoi? Comme je l'ai dit, on va pas réinventer la roue et on va se baser sur des concepts qui sont déjà éprouvés. Voilà, les design patterns, l'IOC, la DI, l'injection de dépendance, ce genre de choses. Et donc, ça va vraiment être notre phare dans la nuit. Dès qu'on se pose une question ou dès qu'on sent qu'on fait quelque chose un peu pas terrible, et ben paf, on pense design pattern, on pense clean code, et donc on va vraiment gagner du temps. On va pas réinventer la roue. Tout ce qui est tuyauterie a déjà été pensé, donc on va pouvoir se concentrer plus sur le business et donc ce qui apporte de la valeur. Donc gain de temps immédiat. Ensuite, comme on l'a vu, euh, on va pouvoir tester immédiatement et donc on va pouvoir détecter des bugs au plus près dans mon IDE et ça va pas partir en prod, ça va pas partir dans la pipeline. Je vais pas me prendre une boucle de TMA, donc je vais détecter rapidement mes bugs et je vais pouvoir les patcher rapidement et donc pareil gain de temps. Je suis tout de suite sur le code, j'ai pas de context shifting, je reviens pas 2-3 heures plus tard ou le lendemain avec un ticket de TMA ou de pipeline qui a planté sur mon code. Donc encore une fois gain de temps et monter en confiance sur mon code. Et ça, c'est vraiment la base du cercle vertueux du clean code. C'est j'ai moins de bugs, donc j'ai plus de temps. Donc j'ai plus de temps pour faire du clean code, j'ai plus de temps pour faire du test. Donc vu que j'ai plus de temps pour faire du clean code et plus de test, eh ben,
je peux faire plus de refactoring, donc j'ai moins de bugs, donc j'ai moins de clean code à faire, et ainsi de suite. Et donc, encore une fois, cercle vertueux de capacité à délivrer de la fonctionnalité. Donc ça, c'est bénéfice immédiat. Ensuite, on a bénéfice ultérieur. Ça va être un peu plus dans le temps. Comme on l'a vu, on passe voilà 40%, 70% de notre temps en fonction de notre expérience et aussi de la maturité du projet. Et donc, si notre code il est facilement débuggable et facilement évolutif, eh ben on va pouvoir encore une fois, ajouter de la valeur. On va mettre plus d'énergie à ajouter de la fonctionnalité. Ça va être plus simple de rajouter une feature. Une feature, on ajoute toujours un code qui est existant. Si notre code il est bordélique et illisible, je vais mettre du temps à ajouter ma fonctionnalité. Je vais peut-être mettre du temps aussi à la tester, puisqu'il faudrait que je branche des choses entre elles. Si mon code est bien découpé, bien isolé et qu'il est facile à lire, je vais très rapidement pouvoir aller apporter de l'évolution. Et même sur MVP, hein, on oppose souvent clean code. Il y a des gros trolls sur LinkedIn qui opposent MVP, testing rapide avec le clean code, mais c'est pas vrai. Et moi, j'ai une expérience. Il y a pas longtemps, je développais une app dans laquelle on avait du paiement avec Stripe. On a fait le choix de changer, de passer chez un autre prestataire. Et ben, grâce au design pattern, à l'architecture hexagonale qu'on avait mise, le coût de débranchement, rebranchement, ça a été quelques dizaines de minutes. Une dizaine de minutes. Alors que si on avait du code Stripe partout, qu'on avait des classes, on aurait pu passer des jours. Donc, il y a quand même un facteur entre 10 minutes et des jours qui est assez important. Donc, même sur du MVP, faire du clean code, ça paye très rapidement et peut-être même encore plus parce qu'on a un besoin de faire pivot et voilà, de débrancher, de rebrancher, de rajouter des choses assez rapidement. Et enfin, comme je l'ai dit, on débug plus rapidement. Il peut quand même y avoir des bugs. Et ben, s'il y a des bugs en prod, et ben, on les débug plus rapidement. Et donc, on peut gagner du temps là-dessus et passer plus de temps sur le métier. Donc voilà, vraiment bien pour le développeur, métier plus cool et aussi bien pour l'entreprise. Et enfin, notion assez importante quand même, on est fier de son code. Euh, Moi, quand je retourne voir du code à moi qui des fois est mal écrit, ça me fait marrer. Je me dis, bon, bah, je l'améliore. Ou quoi, un peu d'autodérision. Et puis, comme je l'ai dit, quand on arrive à débrancher, rebrancher rapidement des choses, on dit, c'est cool. Voilà, on a fait du clean code pour quelque chose. On est vraiment fier. On peut le montrer aux autres. Et si on est fier de notre code, eh ben, ça ouvre la porte à d'autres pratiques, comme le pair programming, par exemple, qui est une pratique très intéressante. Et ça va nous donner envie d'aller plus loin, et donc d'être meilleur, et donc de se former. Et donc voilà, bénéfice assez important. Moi, le livre Clean Code, c'est vraiment un livre qui a changé ma vie. Il m'a fait passer d'une posture, et je l'ai lu jeune, heureusement, il m'a fait passer d'une posture d'ingénieur qui réfléchissait à de la complexité technique, à comment on branche des tuyaux ensemble, à un artisan qui amène de la valeur à un client. Et ça, pour moi, c'est vraiment la clé du clean code. C'est comment je crée une œuvre unique et que quand je vais la montrer à mon client, il va faire waouh, ça marche et ça amène de la valeur. Voilà, c'est vraiment ça l'importance du clean code et notamment du livre, le fameux livre Clean Code. Et troisième bénéfice, je vais essayer de passer rapidement dessus, mais en tant que développeur, et moi je le constate, j'ai une meilleure employabilité. Je suis plus sexy pour les entreprises. Je vais aussi sélectionner des entreprises dans mes valeurs, des valeurs de clean code, des valeurs de partage, des valeurs d'amélioration. Et donc je serai mieux. Et si je suis mieux, ben, je suis plus performant. Et donc encore une fois, l'entreprise elle a un gain rapide puisque je suis plus efficacement sur le terrain de combat et je suis plus productif. Ouais. Donc voilà, ça c'était les gains d'un point de vue individu. Je Maintenant, on va pense, aborder les gains. ouais, Ouais. je pense, Émeric, que c'est par rapport à l'exemple que tu citais là sur Stripe, c'est aussi typiquement le genre de victoire, de win qu'il faut pouvoir valoriser hein, auprès des décideurs. Parce que j'en suis toujours là. On a eu beaucoup de questions avant ce webinaire, plusieurs personnes qui nous ont contactés en disant mais ouais, comment vous justifiez le ROI, etc. On a beaucoup de mal à pousser ça dans notre organisation. Donc, on a effectivement, on va dire, des tech leads, des développeurs ou même parfois des engineering managers qui vont être convaincus que c'est effectivement la bonne approche. Mais la difficulté de justifier ça au sein de l'organisation. Donc, tu as commencé à en parler hein, sur on n'oppose pas ça à la performance, à la valeur ou à la vitesse. Et au contraire, c'est un système global, les choses vont de pair, ce que nous montre d'ailleurs Dora. Et je pense qu'il est aussi important de savoir fêter, célébrer ses victoires pour montrer concrètement, bah, voilà, grâce au clean code ou à la qualité de développement de l'équipe, on a été capable de faire ce changement en 10 minutes, alors que ça peut prendre un mois de l'autre côté. Et personnellement, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça chez SmartBear, où j'y ai passé 5 ans. Je parlais tout à l'heure justement du fait d'avoir travaillé avec l'équipe Cucumber. Bah, on a été capable de faire des choses, des évolutions en quelques minutes, comme tu le disais,
Alors que sur d'autres produits, où je l'ai vécu, c'était pas Stripe, mais un autre exemple, ça nous a pris littéralement des mois. Et ça, le CEO, c'est une fonctionnalité qui a un impact business, il le voit. Et on est capable de dire, bah oui, mais là, il y a une maturité d'équipe, une qualité de développement qui est bien meilleure que sur cet autre projet. Et c'est pour ça qu'on peut pas on peut pas prendre le même type d'engagement, on n'a pas la même prédictabilité, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais on n'a pas la même prédictabilité et pas forcément non plus la même qualité, clairement. Et ça, ils finissent par l'entendre. Donc, si vous êtes dans un environnement assez, on va dire, gros, complexe, avec plusieurs projets, bah, avoir commencé avec le clean code sur un projet, montrer du succès des short-term wins, comme on dit, et pouvoir capitaliser dessus pour ensuite dire bah, ce serait bien que les autres projets l'adoptent aussi et faire tâche d'huile, c'est voilà, une approche qui est souvent importante dans le changement. Voilà, je referme la parenthèse. Ouais, en plus, c'est exactement ce que j'ai abordé dans les principes de réussite. Ça, c'est faire que ça marche sur une petite équipe et ensuite le montrer. Et c'est la magie de l'informatique, c'est on travaille sur quelque chose de virtuel, donc on peut avoir des facteurs multiplicatifs, tu vois, de 10 minutes à 5 mois. Dans le bâtiment, c'est compliqué, même si tu as une équipe de tueurs, d'avoir un facteur entre 10 minutes et. Alors, il y a les Ouais. Chinois qui impriment des maisons en béton. Mais c'est plus de la technologie, mais en tout cas, avec l'informatique, on est à la croisée de la technique et de la créativité où on peut avoir des facteurs de performance qui sont. C'est surréaliste entre 10 minutes Ouais. et des mois, et c'est une réalité. Mm. Donc, pour en revenir à la partie plus équipe, en formation, moi, j'aime bien présenter le Clean Code comme un outil collectif. Je commence souvent comme ça, et je pense qu'il faut vraiment appuyer sur ce côté collaboratif et co-construction. On va le voir après sur comment adopter, comment faire que ça marche. La co-construction, c'est important. Et c'est clair qu'arriver avec ses gros sabots et imposer le Clean Code comme un dogme, c'est la certitude d'avoir des freins et du rejet. On en Mm. parlera plus tard sur les bonnes façons d'adopter. Mais le clean code comme outil collaboratif, pourquoi? Parce qu'en premier, si on fait bien, eh ben, on va construire les règles ensemble. Donc le clean code, c'est, comme je l'ai dit, c'est un ensemble de règles déjà existantes, mais c'est bien et c'est même important de les débattre en équipe et d'échanger dessus. Voilà, il y en a peut-être qui vont découvrir des nouveaux concepts, d'autres qui vont avoir un partage d'expérience. Ah oui, mais ça, moi, j'ai pas réussi à le mettre en œuvre. On va peut-être aussi revenir sur des idées préconçues. Moi, c'est vrai qu'après avoir lu Clean Code, j'étais assez dogmatique et assez extrême. Bon, j'étais jeune, hein, c'est la force de la jeunesse, hein, on est assez, assez extrême. Maintenant, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Mais voilà, en parlant, eh ben, on peut créer de la cohésion et faire en sorte que les règles du Clean Code vont devenir nos règles. On va se les approprier. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et ensuite, on va pouvoir les ancrer dans le réel et voir un peu où ça coince. On va rencontrer des difficultés, on va être ensemble. Et là encore, en rencontrant des difficultés communes et en y répondant ensemble, en créant des règles, eh ben, on va créer de la cohésion. Donc, on est vraiment dans l'outil collaboratif. Une fois qu'on a établi cet ensemble de règles et qu'on a un langage commun, eh ben, on a les mêmes forces, bah, comme dans le DDD par exemple, c'est que ben, on est une société, on est une micro-société. La société, c'est une langue commune, des règles communes, un objectif commun, et Mm. ben là, on est vraiment là-dedans avec le clean code. Et on va avoir plein d'avantages qui vont en découler. On va avoir beaucoup moins de code review. Le code review, c'est un gros sujet, c'est un gros bottleneck. Bah là, moins de code review, moins de frustration pendant le code review. De toute façon, on parle la même langue, donc on est normalement d'accord sur les règles et moins de débat, parce que c'est pas j'ai raison, j'ai tort, c'est on a construit un ensemble, un corpus de règles. Là, tu l'as pas respecté, bah respecte-le quoi. Et si t'es pas d'accord, discutons-en et co-construisons ça. Mais voilà, on est vraiment dans moins de frustration, moins de friction dans l'équipe, avec tout ce que ça peut engendrer derrière. Ensuite, moi, je me rends compte, c'est que c'est plus facile d'onboarder mon code et de m'onboarder sur le code d'un autre. Quand on passe d'une feature à l'autre, qu'on doit aller sur le code d'un autre, on reconnaît les design patterns, on reconnaît bah, s'il a mis ça en place et que son code veut faire ça, on lit le code comme dans un livre, et donc bah, c'est beaucoup plus facile de collaborer quand on comprend ce que l'autre a voulu dire. Et là encore, puissance du clean code, on a envie d'aller vers d'autres pratiques. Le pair programming, je le répète, c'est un outil qui est complètement sous-estimé parce qu'il souffre des mêmes mythes que le clean code. C'est on perd du temps. Je paye deux ingénieurs, je les mets à côté, ils codent pas. Mais en fait, c'est un fact pareil, facteur multiplicatif de dingue. Le pair programming, c'est vraiment un outil hyper puissant que je pousse à fond. Et après, on a tous les autres outils, Coding Dojo, Kata, tous les exercices communs. Si on a un code commun et qu'on a un langage commun, ils sont beaucoup plus Mm. faciles à mettre en œuvre. Et donc, on a moins de différence entre les devs, moins de clivage, moins de seniorité junior. En tout cas, ça permet un peu aussi de niveler. Et enfin, quand les nouveaux arrivent, normalement, l'onboarding est plus facile. Il y a le référentiel qui est là. Donc déjà, les règles sont claires et sont exposées, hein. C'est un des principes de l'agilité, de montrer les choses.
Bah là, si on a un wiki, si on a un outil comme Pacmind où toutes les règles sont inscrites, eh ben, le référentiel est clair, la personne arrive, elle lit les règles et elle s'adapte, elle peut en discuter, mais en tout cas, elles sont où c'est. Et elle sollicite moins l'équipe. Elle peut voilà, donc là encore, on a un gain de temps pour l'équipe, hein. L'onboarding, c'est coûteux. Je pense que tu le sais, Laurent, Ouais. c'est très, très coûteux. Et si on cherche des coûts cachés qu'on peut gagner avec le clean code, clairement, celui-là, c'en est un. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, en tout cas, merci, parce que là, tu as vraiment expliqué de façon merveilleuse le pourquoi de Pacmine, pourquoi on a créé l'entreprise et on a développé cette solution. Et c'est effectivement, je parle beaucoup de ROI, mais quand on doit justifier le ROI, un des vecteurs importants pour nous, c'est celui de la code review que tu citais. Le temps passé, l'inefficacité dans les code review, Mm. le Ouais. rework, parce que bah non, là, fallait pas faire comme ça. On n'a pas de, on a pris des décisions techniques, mais elles sont pas appliquées. Il y a pas ce langage et cette culture commune. Je refais une itération, je modifie, je dois faire une review. Le coût de ça est colossal, en fait. J'y Ouais, reviendrai. ouais. Bon, Mais c'est un élément de ROI de dingue. il y a une mouvance en ce moment d'abandon du code review, hein. Et c'est hyper Mm. intéressant, hein. En tout cas, Mhm. de faire du code review que sur des fonctionnalités vraiment critiques ou dangereuses. Mais et le clean code et les tests automatisés, le BDD, DDD, tout ça, ensemble font que normalement, on ne devrait pas trop avoir à lire le code, quoi. Mais Mm. effectivement, en fait, une fois qu'on est convaincu du clean code, il y a aussi la question de mais est-ce que ça marche en fait? Est-ce que maintenant que je le mets en œuvre, est-ce que ça délivre vraiment la promesse? Et comment on mesure le gain en fait obtenu par le clean code? Ouais. Et donc, comment on mesure le ROI? Alors, c'est quoi le ROI? C'est assez simple comme mesure, hein. C'est combien j'ai gagné sur combien j'ai dépensé. Si c'est au-dessus de 1, bah, c'est bon, c'est que l'investissement valait le coup. Et si c'est en dessous, c'est qu'en fait, bah, j'ai un peu perdu mon argent. Alors, on va pas se voiler la face. C'est assez complexe de mettre en place un calcul de ROI sur la mise en place d'une pratique comme le clean code, parce que souvent, dans une organisation, on met en œuvre plusieurs choses en même temps. Ouais. Et donc, c'est difficile d'isoler quel est l'impact seul du clean code. Il faudrait qu'il soit tout seul et qu'on enlève tous les autres facteurs pendant X temps, ce qui est très compliqué. Enlever les facteurs systémiques et externes, c'est impossible. Donc, c'est assez complexe, mais c'est faisable. Euh, alors moi, ce que j'ai tendance à proposer et à faire, c'est quelque chose que j'ai tiré des écoutes de gourous crafters comme Benoît d'Artisan Développeur, qui a déjà abordé ce sujet, mais aussi Joss Long de chez Spring. Et ben, c'est de croiser deux sources de données. La première, ça va être l'ensemble des données qui sont envoyées par les humains. Donc là, on va être dans le domaine du ressenti, de l'émotion, et ça se mesure même très bien. C'est est-ce que j'ai peur de toucher mon code? Quel est le regard des autres sur mon code? Quel est mon propre regard sur les autres? Est-ce qu'il y a beaucoup de départs? Est-ce que l'onboarding est facilité? Est-ce que j'ai beaucoup de churn? Est-ce qu'il y a il y a de l'insatisfaction? Est-ce qu'il y a de la friction? Est-ce que mes équipes sont heureuses? Est-ce que voilà, il y a toutes ces questions-là. Et ben, comment on mesure ça? De façon vraiment Matrix, et ben avec des outils de management spécialement conçus pour ça. Il y en a plein. Il y a des plateformes de sondage de satisfaction au travail comme Office Vibes, Tiny Pulse. Il y a Team Mood qui permet aussi de calculer un peu le stress, le niveau de reconnaissance. Donc voilà, c'est tous ces outils faits pour les RH qu'on peut utiliser sur notre équipe tech pour savoir comment ils se positionnent par rapport à leur travail. Et vu que leur travail, c'est le code, eh ben, ça nous permet de savoir quel est l'impact du clean code dessus. Ensuite, Mm. on peut intégrer aux rétrospectives des questions qualitatives type bah, est-ce que l'adoption du clean code a simplifié votre travail? Quel est votre niveau de stress? Voilà, donc on peut l'intégrer dans les rétrospectives d'équipe Teams. Moi, ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps et qui a pas mal marché, une équipe qui avait Slack, j'ai utilisé Geekbot, qui est un petit bot d'IA automatisé et qui posait régulièrement des questions genre quels ont été vos obstacles cette semaine concernant le code, est-ce que vous vous sentez productif, est-ce que les pratiques actuelles vous conviennent, qu'est-ce que vous aimeriez changer. Donc c'est assez proactif et ça permet de façon un peu anonyme, parce que c'est un bot, voilà, aux développeurs de répondre. Donc mon conseil, c'est faire preuve d'imagination et en même temps aller voir ce qui se fait ailleurs. Encore une fois, on reste pas tout seul dans son coin si on est tech lead voilà, ou manager. On voit ce que font les autres équipes, pas que dans la tech, et on essaie de mesurer la satisfaction entre avant clean code et après clean code. Ensuite, on a la deuxième jeu de données qui va être plus technique, donc plus facilement mesurable. Étant parlé Laurent, on va pouvoir calculer bah, la réduction du nombre de bugs, la part de la TMA versus l'âge de nouvelles fonctionnalités, le lead time for change. Si on limite les PR ou qu'on les baisse, normalement notre lead time for change doit aller beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et là, pareil, ouais, voilà, churn des équipes, vélocité agile, toutes ces mesures qu'on peut mettre en place. C'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir avoir de la métrique. Et la métrique, c'est important à un moment donné T, mais c'est surtout important dans le temps. Et donc là, on vient au sujet du KPI.
c'est comment en fait je vais mesurer la progression de mon équipe au regard de mes objectifs. Et donc la question se pose de quels sont mes objectifs? Et c'est une question fondamentale et c'est ce qui va nous permettre de driver notre direction. C'est pourquoi je mets le clean code en fait. Qu'est-ce que je cherche à atteindre comme objectif? Et si j'ai pas d'objectif mesurable, je vais dans le mur, je vais juste au doigt mouillé en disant oh, c'est cool, on va faire du clean code, mais on sait pas trop. Donc la question c'est quels sont les objectifs? Pourquoi je mets en place le clean code? Il faut commencer par effectivement quel problème je cherche à résoudre en introduisant le clean code. Et je rajouterais simplement par rapport à tout ce que tu as dit, Émeric, on peut démontrer, je pense, un ROI financier, parce que dans tout ça, je remets ma casquette de directeur financier. Oui, mais où est l'impact sur mon PNL, tu vois? Où est l'impact sur la marge de l'entreprise, la profitabilité, sachant que beaucoup de ce que tu as évoqué sont des choses, on va dire, des indicateurs qualitatifs. Et je pense qu'une des premières choses à faire pour justifier le clean code ou aider à justifier le clean code, c'est de montrer tout le gâchis qu'il y a aujourd'hui. En fait, ce qui est littéralement impressionnant, que tu as un peu d'expérience, pratiqué ça et vu de nombreux projets, des projets marchés, d'autres échoués, c'est l'argent qu'on laisse sur la table aujourd'hui et qu'on va prendre comme excuse pour dire bah non, la qualité, c'est pas le sujet, il faut encore aller plus vite potentiellement dans le mur. Et quand on est capable de montrer le coût de ce gâchis, c'est-à-dire le nombre de code review, le nombre de commentaires, par exemple, dans les code review, le nombre de rework, ce coût invisible qu'il faut rendre visible, je pense que chaque décideur aujourd'hui serait scotché de voir le gâchis qui existe avec des équipes non performantes, au sens des Dora Metrics, hein, qui sont les indicateurs que tu as cités, et qui aujourd'hui n'ont pas un code de qualité, donc qui n'ont pas non plus on va dire un produit de qualité, puisque les deux vont de pair. Et de ce point de vue-là, alors je vais le partager avec vous, il y a un lien, une étude Dora qui a été faite sur le coût on va dire, du rework non nécessaire, le coût de ces itérations. Et c'est affligeant en fait. En moyenne, pour une grande entreprise, pour citer juste deux chiffres, c'est 160 millions de dollars par an. Et pour une entreprise de taille moyenne, enfin petite et moyenne entreprise, c'est environ 4 millions par an qui sont laissés sur la table pour du rework non nécessaire, parce qu'il y a du refactoring, comme tu le disais, Émeric, est nécessaire. Hein. Je veux passer à Stripe, c'est une décision business. Par contre, corriger des bugs, je ne sais pas, on n'a pas appliqué un bon principe ou le bon design pattern, donc je te fais un commentaire, il faut que tu corriges. Tout ça, ça a un coût. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est mesurer ça aujourd'hui sur le projet. Dites combien ça vous coûte, et derrière, ce sera un levier pour avancer et pousser le clean code. Ah, merci pour le doublé. Alors, je te laisse avancer, Émeric, pardon. Pas de souci. Donc, les questions à se poser pour réussir l'adoption, c'est qu'est-ce qui me pousse et quels sont mes objectifs? Et de là va découler toute la stratégie. Et qu'est-ce qui me pousse, d'où ça vient, c'est vachement important. C'est un peu le but, un peu clivant du titre de ce podcast, mais c'était en fait la question, c'est d'où ça vient. Est-ce que le clean code il est imposé avec un coach parce que la direction pense qu'on est nul avec toutes les limites que ça impose, hein. Il y a eu deux podcasts très intéressants là-dessus, PackMind sur la posture du coach et en quoi c'est important. Ou est-ce que le clean code est poussé par le nouveau tech lead? Moi, je l'ai vécu. C'était le nouveau CTO qui arrivait et il arrivait avec ses gros sabots et globalement, il nous a dit, vous êtes nuls, vous faites ça mal, maintenant, on va faire comme ça. Et on pensait bien faire. Alors, il y a des choses qu'on faisait bien, d'autres moins bien, c'est sûr, mais voilà, le d'où ça vient et comment c'est poussé, c'est assez important. En marketing, quand on cherche à développer une app, il y a trois patterns qui distinguent les besoins utilisateurs. C'est painkiller, vitamine et sugar. Painkiller, c'est quelque chose qui va répondre à une souffrance. Et donc, il y a des drives pour gérer ça. Vitamine, c'est on a besoin d'amélioration. Et donc, il faut comprendre que ça vient de là. Et Sugar, c'est plus pour se faire plaisir. C'est l'application de jeu, c'est l'application de shopping. Et donc, c'est des drives différents. Donc, en fonction de d'où vient le besoin et est-ce que c'est une souffrance de l'équipe, est-ce que c'est pour améliorer l'équipe ou est-ce que c'est pour se faire plaisir, on n'aura pas forcément les mêmes stratégies. Souvent, ça vient d'une souffrance. Soit c'est des devs qui sont en souffrance. On a vu un bug, TMA, ennui, fuite des talents. Soit c'est la direction qui pousse parce qu'il y a un problème
délivrabilité, bug en prod, ce genre de choses. Et donc, pour répondre à la question de comment on démarre, eh ben, c'est assez simple, hein. On va faire un état des lieux, on va faire le bon veille audit, mais hyper important. Et donc, on va voir où en est l'équipe. On va identifier les freins psychologiques et techniques. On va aussi identifier les forces. C'est pas juste qu'on arrive, coucou les gars, on va faire du clean code, hein. Faut vraiment pousser cette analyse et qui nous permette d'identifier par où on commence. Ensuite, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a cet état des lieux, on va pouvoir sélectionner une équipe si on est dans une grosse structure ou quelques membres si on est dans une structure plus petite. Et on va commencer par quelques ateliers, formations, task force parfois. Donc, on se met à côté de l'équipe, on prend un mini projet ou une problématique qu'ils ont et ensemble, on fait du refactoring, on met en place du testing, on met le coup de pichenette au début qui va nous permettre de faire prendre la mayonnaise, comme tu disais, hein, c'est au début, il faut la tache d'huile, quoi. Et ben là, c'est ça. On commence par faire ça. On prend une petite équipe et on montre que ça marche. Ça va être plus simple d'avoir une petite équipe et ça nous permet ensuite d'avoir des ressources sur lesquelles on s'appuie. Et c'est déterminant pour la mise à l'échelle d'avoir des ressources en interne, des gens qui sont déjà formés ou alors qui ont l'envie. Voilà. Des fois, c'est même les personnes qui ont freiné au début. Moi, j'ai eu le cas d'un développeur senior qui m'avait arrivé, le formateur Clean Code Testing, qui a dit ouais, mais il a croisé les bras, il dit ouais, c'est bien beau tes trucs, mais sur notre code, ça marche pas. Ça marchera jamais, c'est impossible. Notre code, il est trop vieux et pourri. En plus, c'est moi qui l'ai fait. Donc auto-d'évaluation, autocritique vraiment dure. Et en fait, en faisant task force sur leur code, une formation vraiment, c'est ce qu'on fait avec All for Test, c'est des formations sur mesure. Et ben là, paf, il a vu que ça marchait, du coup, il est devenu force de proposition. Et étant donné que c'était le senior et qu'en plus il avait, ben voilà, une certaine aura, et ben c'est devenu un ambassadeur très fort. Donc voilà, au début, la technique c'est ça, c'est audit, petite équipe, petite force, et on fait un premier essai, ça marche, parce que ça marche. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer à la mise à l'échelle. Ah bon, le clean code marche. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que là, tu as cité je crois qu'il y en a 6 ou 7 étapes clés pour gérer tout changement. Et parmi les deux premiers, c'est montrer des quick wins. Donc, il faut des victoires rapides pour montrer que ça marche, comme tu dis. Et puis, il nous faut des ambassadeurs. En fait, la démarche que tu cites, elle permet de créer ces deux-là. Comment je démontre une victoire par rapport à des points de peine. Alors, c'est mieux, comme tu dis, si c'est painkiller que vitamine, surtout dans la période actuelle. Et painkiller de l'organisation. Tu vois, je n'ai pas pu sortir cette fonctionnalité à temps où j'ai un gros bug qui a eu un impact business. C'est le bon moment pour dire, mais là, c'est un formidable levier pour introduire le clean code et derrière, de montrer une victoire et de développer ces ambassadeurs qu'on va pouvoir utiliser donc, pour passer à l'échelle. Mais du coup, justement, comment est-ce qu'on passe à l'échelle? Est-ce que le clean code à l'échelle marche? Alors, on avait eu, hein, ça peut être son webinar en tant que tel, mais comment est-ce qu'effectivement on passe ça d'une équipe à… Ouais, c'est vraiment le gros sujet. Faire que ça marche à court terme sur une petite équipe, donc à court terme dans le temps et sur une petite équipe, c'est assez facile. Mais comment on met à l'échelle, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et ensuite, on va voir comment on fait tenir ça dans le temps. La mise à l'échelle, comment on fait passer ça à la culture complète d'entreprise? Et ben là, encore une fois, on réinvente pas la roue, hein. On se repose sur des concepts qui ont déjà été réfléchis. Et moi, je me suis basé sur un concept qui a été développé par des Américains, des sociologues américains dans le monde associatif pour mettre en place des nouvelles pratiques dans une communauté. Comment on fait? Et ça s'appelle la Community of Practice. Et donc, c'est un framework, c'est un ensemble de concepts clés et d'outils, un peu comme le Clean Code d'ailleurs, à appliquer pour que ça marche. Donc, je vais vous le présenter très rapidement. Après, vous pourrez vous documenter dessus. C'est très bien documenté. Donc, le concept, c'est qu'on a un core group, donc des membres actifs qui vont structurer et animer la communauté. Dans ce core group, on a un facilitateur. C'est lui qui vraiment organise les activités et qui veille à l'engagement du groupe. Donc, lui doit être formé à ça. Il est vraiment formé à l'animation et l'engagement d'un groupe. Et une fois qu'on a ce corps groupe avec ce facilitateur, et ben, eux, ils vont organiser des ateliers, une série d'ateliers qui vont permettre de diffuser les bonnes pratiques. Enfin, les pratiques et donc, dans notre cas, les bonnes pratiques. Donc, il y a une série d'ateliers, le peer learning, ce qui est en fait le pair programming, mais pour l'ensemble. Voilà, donc, nous, en informatique, on a ça le pair programming. Le mentoring cycle, c'est le fait d'avoir un mentor qui prend 3 juniors et qui va les former. Puis ensuite, on tourne, on fait tourner les mentors. Le storytelling, c'est je raconte mon expérience de la mise en place de la pratique et les difficultés que j'ai rencontrées. Et ensuite, les rétrospectives collectives. Donc ça, c'est une série d'ateliers qui font partie de la COP, de la Culture Practice. Ensuite, on a le maintien d'un knowledge repository. Alors nous, en informatique, c'est assez trivial puisqu'on a l'habitude de faire des wikis ou Pacmind, encore une fois. Mais voilà, donc c'est très important d'avoir un endroit, un repository où il y a tout le savoir qui est communiqué à tout le monde de façon transparente et qui est maintenu. Et là, encore une fois, le core group doit maintenir le repository.
Et ensuite, pour que ça prenne, on a une série d'outils qu'ils appellent les méthodes d'engagement. C'est comment faire que qu'il y ait de l'adoption. Donc, il y a encore une fois voilà, plein d'outils à aller voir. La gamification en fait partie. Les humains, on apprend en jouant. On l'a oublié, mais on est des animaux qui apprenons en jouant. C'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de jouer. Donc, la gamification, c'est un très bon outil pour faire. Et en informatique, on a plein d'outils pour faire ça. Et on a aussi des mesures pour s'assurer que la mise en place de la COP fonctionne. Donc, pareil, des KPI. Tout ça, c'est très bien documenté. Ce que je peux recommander à ceux qui nous écoutent, encore une fois, c'est d'appliquer un principe de clean code qui, c'est un keep it simple. En fonction de la taille de son entreprise et de sa maturité, on n'essaie pas non plus de mettre en place une usine à gaz. On picore de ce qu'il y a de bon dans la COP et on expérimente tout simplement. Qu'on soit une startup ou un grand compte, on peut mettre ça en place. Donc ça, c'était le concept de COP que je vous conseille vraiment d'aller regarder parce que c'est très bien documenté et c'est assez puissant pour la mise à l'échelle. Bon, Et bah, très bien. ensuite, pour que ça tienne dans le... On n'a pas réinventé la roue, en tout cas. Il y a des choses qui Ouais, existent. ouais, exactement. Ouais. Des choses qui existent déjà. Ouais. Et donc, dernier slide de ma présentation, comment faire pour que ça tienne dans le temps? De mon retour d'expérience, c'est deux choses, le coaching et le Kaizen. Alors, le coaching, vous allez le voir si vous mettez en place la culture craft. La difficulté qu'on rencontre, c'est que l'équipe ou la COP, ou les deux, sont très impliqués émotionnellement. Puisqu'ils sont à la fois sujets de la transformation, c'est eux qu'on essaye de faire changer, et ils sont à la fois acteurs de la transformation. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de pression sur eux. Et une façon de s'assurer que ça explose pas comme une cocotte minute, c'est d'avoir un regard externe. Et le formateur, c'est bien, et c'est lui qui insuffle la flamme, hein, c'est cool, mais le formateur, c'est très descendant, c'est la personne qui transmet le savoir. Le coach, il a une posture différente. Encore une fois, dans les podcasts, c'est très bien expliqué. Le coach, il doit amener l'équipe à se poser une question et il doit amener l'équipe à co-construire sa réponse et au final à s'auto-réparer. Donc, c'est un outil qui est très puissant. C'est basé sur le principe de neutralité. Donc, il vaut mieux que le coach soit externe. En tout cas, il peut être interne à l'entreprise, mais externe à l'équipe ou à la COP. Mais voilà, le coach, au début et pendant les phases, c'est assez important parce que ça va permettre de faire un effet miroir qui est très important pour cette aventure humaine. Euh, donc, recours au formateur, oui, je suis formateur, donc je presse un peu pour ma paroi. C'est bien au début qu'on a besoin d'accompagnement, des petits coups de patte pour rassurer l'équipe, s'assurer aussi qu'elle tombe pas dans les écueils du début. Comme je l'ai dit, des fois, on peut surinterpréter, on peut partir en croisade. Donc, c'est bien d'avoir un formateur un peu descendant qui dit oui, ça non, ça oui, ça non. Mais le coach, il va permettre à l'équipe de faire durer ça dans le temps. Donc ça, c'était le premier point. Et deuxième point, et je finirai là-dessus, le Kaizen, donc c'est la théorie des petits pas. Et c'est ne pas chercher à tout changer d'un coup. Encore une fois, si vous voulez que ça plante, vous arrivez avec vos gros sabots, vous dites maintenant on fait comme ça, on applique toutes les règles du clean code, pas de questions, et là vous êtes sûr que ça marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il va y avoir beaucoup de rejets et puis parce que c'est trop dur. Les humains, c'est très compliqué de changer. Je le sais, tu le sais, Laurent, nous faire changer, c'est compliqué. D'abord, on freine des deux pattes, principe de protection, et ensuite on écoute un peu, on dit ah oui, ça peut me servir. Donc théorie des petits pas, on cherche pas à tout changer, on n'impose pas des KPI impossibles à tenir, et on se fixe des petits objectifs atteignables. Le clean code, il y a plein de choses à prendre dedans. On peut choisir de traiter 15 sujets, un sous-ensemble du clean code en fonction de notre problématique, et on avance comme ça. Et ça, c'est un mindset qui doit être dans la COP, parce que la COP, ce qui est ressorti de ce que j'ai lu, c'est que souvent, ça devient c'est un peu comme dans une religion, ça devient un peu extrémiste ils veulent aller vite et tout bousculer. Et donc, il faut être vigilant à ça. Là, encore une fois, le coach peut aider, mais il faut que on est dans le mindset que ça va prendre du temps, que le retour va prendre du temps et que on peut avoir des quick wins très rapidement et qu'il faut enchaîner ces petits quick wins pour fabriquer une usine à produire du beau code. Voilà. Et là, encore une fois, l'audit initial est important aussi pour la maturité de l'équipe. Si on n'a que des seniors qui sont tous formés au clean code, il faut juste se mettre d'accord sur comment on fait pas, puis après ça déroule. Quand on a une équipe avec différents niveaux, c'est plus compliqué, il faut faire attention. Ouais. Et Voilà. comme on a affaire à un système, comme tu le disais, un système qui est complexe, fait d'humains, de contraintes clients, de différents niveaux de maturité, de pratique, l'intérêt d'avoir aussi un coach qui puisse aider est quelque chose d'important. Alors d'ailleurs, sur ce sujet, nous, on a fait pas mal de webinars. Je pense au dernier qu'on avait fait avant toi avec Séverine Darlot, qui est d'ailleurs coach certifié, avec Benoît d'Artisan Software que tu as cité tout à l'heure, et puis Christian Finel d'Arola. Donc voilà, tout ça sont aussi autant de ressources que vous pouvez aller consulter sur notre chaîne YouTube. Alors, on va donc. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter
Non, en fait, ce que j'ai rajouté, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que c'est une aventure humaine, en fait, l'adoption du clean code. C'est vraiment Hmm. une aventure humaine et systémique, et c'est pas juste l'application d'outils techniques. Ça, c'est la conséquence, et c'est ce qu'il faut arriver, mais pourquoi ça marche pas, et quel retour on va avoir d'un point de vue business, c'est qu'une aventure humaine. Donc, il y a des bonnes pratiques je parle pas des pratiques du clean code, mais des bonnes pratiques pour le mettre en œuvre, et des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Et il faut pas hésiter à se faire accompagner. Hein. Il y a des experts dans les différents domaines, que ce soit management d'équipe, coaching, formation. Faut pas hésiter à se faire accompagner pour qu'ensuite ça devienne une culture d'entreprise et que ça déroule tout seul. Très bien. Bah, écoute, merci en tout cas pour avoir partagé, on va dire, revenir rapidement sur les principes du clean code, mais en tout cas le ROI du clean code et comment le déployer. Alors, il y avait un webinaire, un sondage, pardon, et je suis à blâmer, je ne l'ai pas lancé. Donc, Cédric, si tu peux m'aider. Euh, Petite question pour vous avant de passer la parole ensuite à Julien, qui rapidement se présentera et pourra effectivement évoquer comment All4Test peut vous aider à faire ses premiers pas sur le clean code. Donc, petit sondage sur la question du clean code. Êtes-vous, où est-ce que vous en êtes avec le clean code? Quel problème cherchez-vous à résoudre? Donc, si vous pouvez juste prendre quelques secondes pour. Et ça peut aller du legacy à améliorer la qualité, la vélocité. Ce que j'aime bien souvent, c'est qu'on a c'est qu'on a pendant très longtemps opposé qualité du produit, qualité du code et vélocité. Bah, je peux pas le temps de faire la qualité, je dois aller vite. Et là aussi, j'en reviendrai à Dora, hein, qui est voilà une étude, on va dire scientifique, un vrai travail de recherche derrière, qui montre qu'en fait, c'est le plus gros mensonge qu'on s'est raconté pendant des décennies, parce que qualité et vélocité vont absolument ensemble. Donc, ce n'est pas du tout à opposer. Alors, juste pour donc faire le point sur les différentes réponses, on est aujourd'hui 40%, plus de 40% qui parlent de qualité du produit, donc réduction des bugs. Et d'où la partie aussi testing qui est extrêmement Ah ouais. importante, comme tu l'as dit tout à l'heure. On ne peut pas réduire le nombre de bugs et améliorer la qualité si on n'a pas une discipline et une culture du test qui est importante. Alors en parlant de ça, c'est une belle transition pour la suite. Julien, si tu veux voilà, juste te présenter en quelques mots et dire effectivement comment All4Test peut aider sur ses premiers pas. Ok, merci Laurent, merci Émeric là, pour la présentation. En 2 mots, donc moi je suis un des fondateurs de All4Test, donc Julien Vanecois Québec. C'est une société qui existe depuis 2006, donc ça fait déjà quelques années. On est dans le sud de la France, à Sophia-Antipolis, et après présent dans différentes villes en France, comme Lille, Paris, Bordeaux, etc. Alors nous, effectivement, comme le nom l'indique, notre domaine d'expertise, on a un pure player sur les thématiques de la qualité logicielle, et il y a plusieurs façons d'essayer de garantir la qualité d'un logiciel. Évidemment, le test en fait partie. Le test, c'est un terme un petit peu générique, mais il y a différents niveaux de test. Aujourd'hui, on a parlé du niveau lié au développement, et souvent, on va associer les tests unitaires sur ce niveau de test. Mais après, il y a des tests d'intégration, il y a des tests système, il y a des tests techniques, comme des tests de performance, de cybersécurité. Donc, on travaille sur l'ensemble de ces thématiques et on essaye de le structurer dans ce qu'on appelle une stratégie de test. Et on va accompagner nos clients à mettre en place ces stratégies une fois qu'on a une vision claire un petit peu de l'ADN de la société, de ses forces, de ses faiblesses, de ses maturités pour gagner du temps et optimiser l'effort de test. C'est un peu ça qu'on peut retenir, comment optimiser l'effort. Et on retombe sur ta notion de ROI, hein, Laurent. Le ROI, c'est ça. Ça va être comment, avec un temps donné ou un budget donné, je vais l'utiliser de la manière la plus intelligente possible via une stratégie. Voilà un peu ce qu'on va appeler. Et c'est cette approche globale, c'est ce qu'on appelle le quality engineering. C'est cette approche globale de la qualité qu'on est capable de mettre en œuvre sur le All4Test. Donc concrètement, effectivement, aujourd'hui on parle de clean code, donc on s'adresse plutôt à des gens qui font du développement de logiciels ou des technical leaders. Et une façon un peu pragmatique d'accompagner un peu ces populations, c'est comme le disait Émeric, sur des fondamentaux, sur comment
structurer des tests unitaires, qu'est-ce que c'est un bon test unitaire, comment le faire, comment l'automatiser. Ça peut aller jusqu'à du TDD ou des choses comme ça. Et donc, c'est des offres qu'on a bâties à destination des technical leaders ou des développeurs pour les accompagner sous forme de coaching. Donc, Emeric fait partie des coachs qui sont capables de matérialiser ça concrètement sous forme d'atelier. Voilà. Donc, concrètement, on a développé une offre. Donc là, vous avez le QR code qui s'appelle Qualité du code. Vous pouvez aller voir sur notre site web qui explique les problématiques un peu des développeurs sur ces sujets, les enjeux pour l'entreprise et comment on peut arriver à les améliorer sous forme d'atelier. Donc, ce qui est important, c'est de définir une fréquence et une durée. En gros, on communique sur le fait qu'en 3 mois, on peut avoir des résultats mesurables et commencer à calculer des petits ROI et transformer ça en bonne pratique, en habitude. Donc, un des enjeux, comme les Emeric, c'est comment on transforme tout ça en habitude. Il faut imposer une fréquence, une méthode. Donc, voilà. Et sans bloquer trop de temps pour les ingénieurs. Donc, c'est des ateliers de 2 heures. L'idée, c'est de faire, c'est ça, un atelier par semaine ou un atelier tous les 15 jours. Donc, si je suis, on va dire, tech leader et je souhaite démarrer avec le clean code où j'ai besoin d'aide pour la transformation un peu de mon équipe pour aller vers du clean code. Et donc, j'ai compris qu'il fallait démarrer petit avec une équipe, qu'il fallait des premières victoires. Ce que tu dis, c'est qu'en 3 mois, on est capable d'avoir ces premières victoires, de développer ces champions. Tout à fait. Avec votre offre. Bon, écoute, génial. C'est ça. C'est très simple, c'est tout packagé. C'est une journée d'audit avec un interview des développeurs, des technical leaders. Et après, on définit ensemble avec l'équipe qu'on va accompagner. Donc, une équipe, souvent, c'est 10 personnes avec 4-5 développeurs max. Donc, on va vraiment faire du sur-mesure et se ficher des objectifs d'amélioration ensemble. Donc, Emeric, il peut avoir une base de, j'en sais rien, une vingtaine d'ateliers. Il va en sélectionner une dizaine qui correspond bien aux besoins de l'équipe et se mettre d'accord sur le fait qu'on va faire ces 10 ateliers dans les 3 mois qui viennent. Ok. Donc, dans le cadre de ce webinaire, ce que tu proposais, écoute, je t'en remercie en tout cas, c'était une offre exclusive avec un premier atelier gratuit de 2 heures. En tout cas, la chance de pouvoir bénéficier d'un atelier gratuit avec un petit jeu concourant. Donc, merci. Oui, exactement. L'idée je pense que la plupart des développeurs sont souvent convaincus. Après, il faut convaincre sa direction, le management. Donc, parmi les gens qui peuvent être intéressés aujourd'hui sur ces sujets, vous pouvez flasher le QR code et on va ensemble tirer au sort une ou 2 sociétés qu'on peut accompagner et déjà toucher du doigt. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un atelier où j'ai un petit problème technique à résoudre qui serait traitable en 2 heures? On va essayer de casser ce problème ensemble ou d'apporter des réponses à des questions que vous pouvez vous poser sur des sujets donnés avec Emeric. Donc là, du coup, ça devient un petit peu concret. Et puis, si ça correspond vraiment à une valeur ajoutée d'après vous, après, on peut structurer ces ateliers dans le temps. Très bien, super. En tout cas, ça fait un bel écho et ça permet de mettre le pied à l'étrier par rapport à ce que tu partageais, Emeric. Et Emeric, tu confirmes qu'en 2 heures, on est capable d'avoir on va dire, de craquer des premiers sujets. Je repense à ton senior qui disait, non, ça marchera pas. Parce que ça marchera pas, je l'ai entendu tellement de fois dans ma carrière. Et effectivement, des fois, en 2 heures, avec la bonne personne, celle qui a déjà été confrontée au problème, on peut casser ce sujet. Moi, j'ai entendu des choses comme un build qui prend 2 heures. Maintenant, jamais on pourra le réduire à 5 minutes. Si, en fait. Mais ça nécessite de l'expertise et voilà, des personnes qui sont déjà cassées les dents dessus pour être capable d'arriver à ça. Ça a pris un peu plus que 2 heures, mais sur le principe, on sait que c'est faisable. Après, il y a un chiffre qui est intéressant. Alors, c'est une moyenne, mais je pense qu'un développeur passe au moins 50% de son temps à corriger des bugs, à faire des fixes. Ouais, clairement. Bon. Alors, dans certaines sociétés, c'est plutôt 80% de son temps. Dans d'autres où il y a une grosse maturité, c'est peut-être que 30%, admettons. On va dire que c'est une moyenne.
c'est vrai que quand on parle de ROI, si on arrive ensemble à faire passer ce 50 à 30% dans une société où il n'y a, je sais pas, que 100 développeurs, ce qui est juste une ETI, en fait. Ouais. Mais en fait, c'est incroyable la productivité qu'il y a derrière. Ça, c'est l'aspect un peu finance, mais au niveau personnel, je pense que c'est plus valorisant pour un développeur de créer de la valeur, des nouvelles features, que passer son temps à corriger des bugs, surtout si les bugs sont détectés tard. Ouais. Si les tests sont mal structurés. Donc, s'il y a des bons tests unitaires, c'est pas grave de corriger des bugs. On le corrige dans la journée. C'est automatisé, c'est bien fait. Mais si le bug, il vous revient 3 semaines plus tard ou 3 mois plus tard, vous savez même plus, vous, en tant que développeur, ce que vous avez codé, il faut vous replonger dans le code, mais intellectuellement, c'est très désagréable, en fait. Ouais. Donc, il faut tester le plus tôt possible, le mieux possible. Et l'idée de base de ces ateliers, c'est de générer, en fait, le moins de bugs possible. Comme ça, en plus, nous, côté All for Test, sur les tests de plus haut niveau, ça nous fait moins de boulot après. Tout le monde est content. C'est clair. Super. En tout cas, merci Voilà. Julien pour cette présentation et puis cette offre exclusive. Je vois qu'on est à l'heure, il est 8 heures, donc enfin 8 heures pour moi, pardon, donc 14 heures pour vous. 14 heures. Il est temps de conclure ce webinaire. Je voudrais simplement remercier voilà, Julien et Émeric pour leur participation et surtout Émeric donc, pour la qualité de ce qu'il a pu partager avec nous. Pour ceux qui cherchent des leviers de ROI, on en a évoqué 3, donc vous pouvez vraiment capitaliser dessus. Le ROI sur le rework, donc montrer le coût invisible aujourd'hui sur le rework, ces fameux allers-retours quand je fais des commentaires en code review. Le coût de la non-qualité, bon, celui-là, il est assez documenté, il est peut-être plus difficile à justifier. Parce qu'on peut se dire, ouais, mais j'ai pas de gros bugs. Ouais, mais le jour où, comme CrowdStrike, vous avez un gros bug et que la moitié de la planète s'arrête et que vous avez des procès, que votre brand a perdu la moitié de la valeur, c'est quand même un impact important. Donc, le coût de la non-qualité, c'en est un. Et puis, le troisième qu'on a à peine effleuré, on pourrait faire un webinaire dessus, c'est le coût de l'onboarding. Avoir un code de qualité. Nous, on a des métriques qui ont montré une accélération de l'onboarding par 50%. Si vous avez un développeur qui est productif en 3 mois au lieu de 6 mois en moyenne sur une code base, ça fait un gain colossal. Donc, tout ça sont autant de leviers que vous pouvez utiliser pour justifier l'importance de travailler sur du clean code. Et puis, le next step, voilà, vous en avez un qui vous est proposé aujourd'hui par All for Test. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci pour votre temps, pour vos questions. Et n'hésitez pas à faire un petit retour. Ce sera le dernier sondage de ce webinaire sur ce webinaire. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que ça vous a plu ou pas? Et donc, n'hésitez pas à nous faire un retour de 1 à 5. 1 étant, c'était pas bien. D'ailleurs, j'ai quitté. Donc, probablement, vous ne répondrez pas à 1. Et là, c'est un biais. Et puis, 5 si vous avez apprécié ce webinaire, Émeric. Merci Émeric encore. Merci Julien. Ouais, bonne journée. Bye bye. Salut.